Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir ranger ta maison ou tes placards et de te rendre compte qu'en fait, tu passes ton temps à déplacer ou à re-ranger les mêmes objets qui sont là depuis des années et peut-être des décennies. Tu ne t'en sers clairement pas et pourtant, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de les laisser partir. Moi, cet été, j'ai entrepris de nouveau un très grand désencombrement de ma maison. Avoir une maison qui est rangée, qui est désencombrée, c'est quelque chose, j'en suis convaincue, qui est très bon pour la santé mentale. Et d'ailleurs, tu te souviens peut-être de l'épisode 99 que je t'avais proposé il y a un peu plus d'1 an, et si désencombrer ton intérieur était le meilleur des régimes. Et à l'époque, je t'expliquais à quel point le désordre pouvait impacter notre cerveau, notre charge mentale et notre comportement alimentaire, et à quel point le fait de désencombrer pouvait alléger toute cette charge à la fois mentale et physique. Et je t'avoue, cette fois-ci, ça a été assez différent, parce que je pensais juste, encore une fois, vider des placards. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'impression que quelque chose était différent. J'ai eu l'impression d'ajouter une nouvelle pièce au puzzle. Et en réalité, j'ai pas simplement désencombré ma maison. J'ai vraiment laissé partir des morceaux de mon histoire qui n'avaient plus besoin d'habiter chez moi. Et ce sujet m'a tellement touchée à titre personnel que j'ai eu envie d'en faire un sujet de coaching pour les participantes de mon suivi mensuel Déjeuner en paix. Ce sont les anciennes du programme Déjeuner en paix qui continuent de travailler avec moi tous les mois. Je leur propose des nouvelles thématiques. Et donc, je leur ai apporté ce sujet. Et c'était absolument incroyable cette séance parce que je me suis rendu compte d'une chose en parlant avec les participantes, c'est qu'à chaque fois que l'une d'entre nous parlait d'un objet ou d'une catégorie d'objets dont elle n'arrivait pas à se séparer, au bout de quelques minutes, on se rendait compte en fait qu'on ne parlait plus du tout de l'objet. On parlait de toute autre chose. Et c'est là que j'ai compris l'essentiel. On ne garde presque jamais un objet pour l'objet en lui-même. En réalité, il existe plusieurs grandes raisons émotionnelles qui expliquent pourquoi certains objets sont si difficiles à partir. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter cette histoire. Cette histoire qui commence toujours par un objet, mais qui, à chaque fois, nous parle de toute autre chose. Et je voudrais qu'on commence par la voiture de Karine. La voiture de Karine, c'est génial, elle nous disait, moi, dans ma charge mentale, j'ai géré cette voiture. Cette voiture, elle a 3 mois de retard sur le contrôle technique. Du coup, je peux pas rouler avec. Et l'autre jour, j'ai voulu l'emmener au contrôle technique, mais en fait, je m'en sers tellement peu qu'elle avait plus de batterie. Donc, j'ai acheté un kit de démarrage pour relancer la batterie. Et voilà, j'ai toujours ce sujet dans un coin de ma tête et j'ai cette voiture qui roule pas et qui est au garage. Et on a gratouillé un petit peu. Pourquoi est-ce qu'elle s'en sert si peu ? Parce que Karine, elle est parisienne. Et quand t'es à Paris, en fait, t'as très peu besoin d'une voiture. À la limite, une fois de temps en temps, t'en as besoin pour partir en week-end. Là, elle me disait 1 ou 2 fois par an pour partir en vacances. Donc, la réalité économique, c'est que ce serait plus rentable pour elle de vendre cette voiture et d'en louer une quand elle en a besoin. Et la réalité, ce qui s'est révélé dans notre conversation, c'est que cette voiture, c'est pas une simple voiture. C'était la voiture de son père, qui est décédé il y a presque 2 ans maintenant. Et son père, c'était tout pour elle. Elle a perdu sa mère très jeune et son père l'a élevée. Il a été vraiment le pilier de sa vie, la personne sur laquelle elle pouvait toujours compter. Et la disparition de son père a été un véritable tsunami émotionnel pour elle. Et tu vois, la réalité de cette voiture, qui reste au garage, qui prend la poussière, qui a plus de batterie, c'est qu'en fait, c'est le dernier lien tangible, matériel, avec son père défunt. Et parfois, ces objets, ces possessions, ça peut être le lien avec une personne disparue, mais ça peut être aussi le lien avec
une relation ou une amitié ou une histoire d'amour qui a existé mais qui n'existe plus. Moi, comme ça, j'ai eu énormément de mal à me séparer d'un cadre. Je suis en train de calculer dans ma tête depuis combien d'années j'avais ce cadre. Ce cadre, je l'avais depuis 10 ans. Donc en fait, j'ai été très 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 proche d'une amie qui m'a choisie comme marraine de sa fille et elle m'a fait un super joli cadre avec une photo de nous deux que j'avais prise où on rigolait aux éclats dans l'herbe. Et cette photo, elle l'avait collée au milieu d'un cadre. La petite, qui à l'époque devait avoir 2 ans, avait gribouillé et de la couleur, il y avait des gommettes, dans un cadre noir en plastique, très simple. Et cet objet était tellement chargé émotionnellement que j'étais incapable de m'en séparer. Pourtant, la réalité, c'est que cette amie a déménagé à l'étranger et qu'en fait, avec la distance, notre relation s'est complètement étiolée. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'entretenir la relation. Elle, c'est différent. Elle avait pas forcément besoin de moi dans sa nouvelle vie. Elle avait pas forcément besoin de garder le lien à travers, on va dire, les kilomètres. Et donc, la relation aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Mais ce cadre venait encore matérialiser cette relation et j'arrivais pas à me séparer de ce cadre. Elle a déménagé il y a 4 ans, donc ça fait 4 ans que la relation, on va dire, n'existe quasiment plus. Mais pendant toutes ces années, à chaque fois que je rangeais mes cadres, je me retrouvais de nouveau à revoir et à remettre à sa place ce cadre sans y toucher. Parce que jeter ce cadre ou défaire le contenu de ce cadre, ça aurait été reconnaître que cette relation appartenait définitivement au passé. Et tu vois, à chaque fois, c'est pas un objet qu'on garde. On garde encore un peu de quelqu'un, on garde encore un peu d'une relation. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose avec la nourriture, hein. Tu sais, notre façon de vivre, c'est le reflet de notre façon de manger, c'est le reflet de tout le reste. Et tu as peut-être aussi certains aliments qui deviennent pour toi le symbole d'une personne ou d'un souvenir. Un souvenir de vacances, un souvenir de séjour chez ta grand-mère ou chez un proche ou de bons moments partagés. C'est ce qu'on appelle la fameuse Madeleine de Proust. Mais voilà, les objets peuvent nous renvoyer à un moment du passé qui a été cher à notre cœur et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est si difficile de s'en séparer. Le deuxième exemple que je voudrais te partager, ce sont les dessins de mon fils Louis qui va fêter en septembre déjà ses 8 ans. Je crois que depuis sa naissance, j'ai gardé tous les dessins et même on va dire tous les gribouillages et ensuite tous les cahiers scolaires de mon fils Louis. J'en ai littéralement une commode Ikea entière. Alors pourquoi est-ce que je garde autant de dessins, autant de choses, autant de gribouillis alors que je les regarde presque jamais? Tout simplement parce que ces créations, ces dessins incarnent une période de vie qui ne reviendra jamais. Louis n'aura plus jamais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et bientôt il n'aura plus jamais 7 ans. Et donc ça renvoie simplement à la petite enfance, les premiers dessins de mon fils, les premières années de mon fils, les premières choses ramenées à la maison, tu sais, faites à la crèche ou à la maternelle. Et je remarque d'ailleurs que le point positif, c'est que j'arrive désormais, j'ai choisi un container à limiter cet attachement que j'honore et que je valide, et contre lequel je ne résiste pas pour l'instant, à une seule commode. Ça me permet de préserver ces souvenirs sans qu'ils envahissent toute la maison. Et les choses sont peut-être amenées à évoluer, mais pour l'instant, je respecte le fait que certains objets ont simplement le pouvoir de devenir pour nous des machines à remonter le temps. Maintenant, je voudrais te parler des fournitures scolaires d'Isabelle. Isabelle, elle a toute une boîte de fournitures scolaires avec des classeurs, des cahiers, mais pas n'importe lesquels, des cahiers à grands carreaux, des bâtons de colle, alors que aujourd'hui, ses enfants ont 25 et 30 ans. Personne n'en veut de ces fournitures. Elle-même, elle les utilise plus. Elle me dit, mais jamais j'écrirai dans un cahier à grands carreaux et on la comprend. Alors pourquoi c'est si difficile de s'en séparer ? Au début, pour être honnête, dans ma vision de coaching, je me suis dit, oulala, voilà, encore quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer des affaires de ses enfants parce que ça lui sert de machine à remonter le temps. Mais on a approfondi la conversation et ça m'a permis de comprendre que c'était pas du tout ça. La réalité, pour Isabelle, c'est que ses fournitures scolaires, c'était la
culpabilité. Elle me disait, ces fournitures sont encore en parfait état. Quelqu'un pourrait les utiliser. Les jeter, ça me donnerait l'impression de gaspiller, d'être une mauvaise personne, de pas avoir de conscience de l'environnement, de la consommation. Et je retrouve souvent cette petite phrase « c'est encore neuf, ça peut encore servir, ce serait dommage de jeter ». Et derrière ces phrases, il y a parfois des valeurs très fortes, le respect des objets, l'éducation reçue, la notion de peur du manque, peur du gaspillage. Donc tu vois, parfois on ne garde pas un objet. On garde une forme de bonne conscience. Et d'ailleurs, si cette culpabilité te parle, je te renvoie à l'épisode 110 qui s'appelle « Tu veux perdre du poids, commence par arrêter de finir ton assiette » parce que dans cet épisode, je t'explique que dans le fait de ne pas être capable de jeter de la nourriture, comme le fait de ne pas être capable de se libérer des objets parce que ce serait dommage de jeter, il y a souvent le même mécanisme, la peur du gaspillage et la difficulté à faire passer ses besoins avant ce que l'on croit devoir sauver à tout prix. Maintenant, je te ramène avec moi dans mes placards. Mes placards étaient remplis, mais c'était rangé au cordeau, je suis la reine du rangement, c'était rangé au cordeau, mais c'était rempli de dizaines de trousses de voyage et de boîtes de rangement. C'est vrai que j'ai une passion pour le rangement et voilà, chez moi, ça se traduit par des trousses, des boîtes de rangement, des petites pochettes, des boîtes vides. Tous ces objets que je garde en me disant, on sait jamais, si j'ai besoin de ranger quelque chose, au moins j'aurai la petite pochette ou j'aurai la boîte de rangement à la bonne taille qui me permettra d'organiser mes tiroirs, d'organiser mes placards, etc. Et pourquoi est-ce que je gardais autant de trousses et de boîtes de toutes les tailles et de toutes les matières, etc. Parce qu'en fait, ces objets de rangement étaient rassurants pour moi. Il me donnait l'illusion d'être prête à toute éventualité. Et en fait, nous, mangeuses émotionnelles compulsives, on a ce profil commun d'être tout le temps dans l'hypervigilance, l'hypercontrôle. On a besoin d'anticiper, on a besoin de contrôler, on n'a pas envie d'être prise au dépourvu, on n'a pas envie de manquer. Et du coup, la réalité m'a juste explosé au visage. En réalité, je gardais pas des trousses et des boîtes de rangement. J'essayais simplement de stocker ce qui me semblait être des outils capables de calmer mon anxiété. Donc parfois, le « ça peut servir », c'est pas une question d'objet. C'est une tentative de se sentir en sécurité, de créer la sécurité autour de nous dans une vie qui, par définition, est imprévisible. Maintenant, on va aller chez Océane. Chez Océane, il y a un livre, c'est le livre du kiné star des réseaux sociaux, Major Mouvement. Et Océane, elle a ce livre depuis des mois, des années. Elle l'a acheté parce qu'elle souffre de problèmes de dos et elle s'est dit que voilà, ce livre pourrait l'aider. Et je lui ai demandé si elle l'utilise. Non. Est-ce qu'elle l'a déjà ouvert? Même pas. Et pourtant, impossible pour elle de s'en séparer. Alors je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu l'utilises pas s'il a l'air si bien? En fait, je fais des séances de kiné, la kiné, elle me montre les exercices, du coup je les reproduis, je les connais déjà, je fais toujours les mêmes. Et on s'est rendu compte en discutant que pour beaucoup d'entre nous, reproduire des exercices, que ce soit de physiothérapie ou même des exercices de sport en regardant simplement des photos figées, franchement, c'est hyper difficile. On est hyper nombreuses en fait à aimer ce côté live, regarder des vidéos YouTube pour juste reproduire ce qu'on voit ou être avec une personne en présentiel pour vraiment bien intégrer les mouvements et les voir en live. Donc effectivement, avoir des pratiques corporelles juste avec un livre de photos, en vrai, c'est pas du tout pratique. Alors pourquoi garder ce livre si on sait au fond qu'on l'ouvrira probablement jamais? Parce qu'en fait, le livre, c'est plus vraiment un livre. Le jeter, ça reviendrait à fermer une porte, à renoncer à quelque chose, à risquer de perdre peut-être le potentiel, l'opportunité. Peut-être que dans ce livre, il y a un truc extraordinaire qui va changer la vie d'Océane, qui va lui permettre de plus du tout avoir mal au dos. Et tant qu'elle n'a pas été lire ce livre complètement, elle passe à côté de ce possible. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais exactement la même chose. Chez moi, ça se manifeste avec les carnets. Alors, t'es peut-être dans cette famille-là, on est nombreuses à acheter des carnets et des cahiers très régulièrement. Alors moi, j'en ai une pile, j'en avais deux caisses entières.
J'en achète régulièrement, je les adore. À chaque fois que j'en trouve un nouveau, je me dis « Oh là là, celui-là, il est trop beau, je peux pas passer à côté. » Et pourtant, mes 2 caisses étaient remplies de carnets encore parfaitement vierges. Alors pourquoi je continuais à les garder? Pareil, j'avais des sachets de matcha, de thé matcha, qu'on m'avait offert dans le cadre d'un partenariat et que j'avais jamais ouvert. La preuve, ils étaient périmés 2025. C'est quoi le point commun de tous ces objets? Ces objets, ce sont des promesses. Le livre de Major Mouvement, c'est une promesse. Mes carnets vierges, c'est une promesse. Ta machine à coudre, c'est une promesse. Ton matériel d'art créatif, c'est une promesse. Ton tapis de yoga qui est roulé dans un coin de ta maison, c'est une promesse. Le vélo d'appartement qui est stocké dans ta cave, c'est une promesse. Tous ces objets disent « un jour, je prendrai soin de mon dos. Un jour, j'écrirai tous les matins. Un jour, je ferai des activités créatives. Un jour, je me remettrai au yoga. Un jour, je ferai du sport tous les jours à la maison. » Et le jour où on envisage de se séparer de l'objet, c'est ultra difficile. Parce que en renonçant à l'objet, on projette qu'on renonce à cette promesse qu'on s'est fait à soi-même. On renonce à cette femme qu'on espérait encore devenir. Cet idéal self dont je t'ai déjà parlé, cette nous idéal. Et du coup, en renonçant à ce un jour, on a peur de passer à côté de quelque chose. Et du coup, on s'encombre de livres qu'on n'ouvre pas, de carnets dans lesquels on n'écrit pas, ou de sachets de thé matcha qu'on ne boit pas. Maintenant, partons du côté de la penderie. Une autre catégorie d'objets qui a été extrêmement émotionnelle à désencombrer, ça a été mes vêtements et chaussures de marque. J'avais déjà pas mal fait le tri en fonction de tous les vêtements en fait dans lesquels tout simplement je ne rentrais plus, ça j'avais déjà réussi à laisser partir, mais j'avais encore des vêtements de marque qui m'allaient, donc les marques que je portais dans ma carrière corporate, dans une autre vie professionnelle, avant d'être coach. Donc des vêtements, des marques Mage, Sandro, qui étaient hyper à la mode à l'époque, très positionnantes. Des talons de chez Manolo Blahnik, je travaillais pour les grands magasins, j'avais des pochettes de soirée Marc Jacobs et Chloé, j'avais une très belle bague Yves Saint Laurent. Et waouh! C'était tellement difficile de m'en séparer. Alors que le paradoxe, c'est que je n'ai plus porté ces vêtements une seule fois depuis que j'ai quitté le monde de l'entreprise, c'est-à-dire depuis plus de 9 ans. Et d'ailleurs, la bague, très rapidement aussi, elle a été assez petite. Je l'ai prise trop petite et je l'ai quasiment jamais mise. Je pense que je l'ai mise 1 ou 2 fois. Alors, pourquoi c'est si difficile de les laisser partir? Parce qu'en fait, ils racontent une histoire. L'histoire de la femme que j'ai été, ma carrière corporate, mon statut, ce pourquoi je me suis battue si longtemps, la réussite telle que je la définissais à l'époque, une ancienne version de moi dont j'ai été fière, une ancienne version de moi qui m'a permis aussi de m'épanouir d'une certaine façon. Conclusion, je gardais pas des objets, je gardais une identité, et cette fois, c'était plus l'identité de la femme que j'espérais devenir, c'était celle que j'avais été, et qu'il était parfois un peu difficile de laisser partir. Et puis pour terminer, je voudrais qu'on aille parler du tableau d'Annick. Annick, on lui a offert un tableau en cadeau. Le problème, c'est que ce tableau, elle l'a toujours trouvé horrible. Elle ne l'aime pas, elle a toujours voulu s'en débarrasser. Mais c'était tellement difficile de se débarrasser d'un cadeau. Globalement, Annick a beaucoup de mal en fait à donner ou à jeter des cadeaux qu'on lui a faits. À tel point que, dans le cas du tableau, elle a été très maline, elle a demandé à son conjoint de le faire disparaître. Alors pourquoi c'est plus facile que quelqu'un d'autre le jette que nous? Parce que, pour Annick, jeter le tableau, ça lui donnait l'impression de rejeter la personne qui lui avait offert. Et tu vois, plus globalement, toi aussi, tu es peut-être attaché à certains cadeaux qui encombrent tes étagères ou tes placards, simplement parce que pour toi, c'est l'expression d'une loyauté, de gratitude, d'une culpabilité envers la personne, tu as peur de blesser, et tu as tendance à confondre l'objet avec la personne, et à confondre l'objet avec l'intention qui l'a accompagné, qui était simplement de te faire un cadeau pour te faire plaisir.
Donc pour rappel, se séparer d'un cadeau, ça veut pas dire se séparer de la personne qui nous l'a offert, ça ne veut pas dire juger négativement ou rejeter les goûts et les choix de la personne, c'est simplement en fait accepter l'intention de l'objet, c'est-à-dire nous faire plaisir, nous faire sourire, nourrir notre cœur, nous transmettre le message de je t'aime, je t'apprécie et j'ai pensé à toi avec cet objet. Mais que c'est peut-être le moment pour nous de passer à autre chose. Donc tu vois, en préparant cet épisode, je pensais parler de désencombrement et en réalité, j'ai compris que nous ne gardons presque jamais des objets pour les objets. Et c'est cette histoire le prouve. Ces 7 histoires ont tout un point commun. Aucune ne parlait réellement d'un objet. Elle parlait d'un père, de nostalgie, de culpabilité, de sécurité, d'une promesse d'une future version de soi ou au contraire du souvenir d'une ancienne version de soi. Ça parle aussi de loyauté et pourtant à chaque fois, tout avait commencé par un simple objet. Et c'est exactement ce que j'observe chaque jour avec les compulsions alimentaires. On croit être attaché au chocolat, au pain, au fromage ou au biscuit. En réalité, on est attaché à ce que ces aliments viennent protéger, apaiser ou représenter. Les objets, comme les aliments, ce sont souvent des symboles. Et le véritable travail n'est donc pas d'apprendre à jeter ou à résister, c'est de comprendre ce qui demande encore une place dans notre vie. Et parfois, la plus belle façon d'honorer un objet, c'est de reconnaître qu'il a déjà rempli sa mission. Le souvenir, il est en nous. L'objet n'en est que le support. Mais comme je sais que c'est pas toujours facile de lâcher prise, la semaine prochaine, on passera de la prise de conscience à l'action. Et je te partagerai les 5 questions que je me suis posées cette fois-ci avant de donner, vendre ou jeter un objet qui m'ont vraiment aidé à lâcher prise. 5 questions qui ont complètement changé ma façon de désencombrer ma maison, mais aussi de regarder mon histoire. Parce que je me suis rendu compte que on ne laisse pas vraiment partir un objet quand on le met dans un carton. On le laisse partir quand on comprend enfin pourquoi on l'avait gardé. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.